Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 94 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui à nouveau avec un très grand plaisir Florence Largillière. Bonjour Florence. Bonjour Nicolas. Alors Florence, vous étiez venue nous présenter dans l'épisode 48, diffusé au mois d'octobre, une série anglo-saxonne sur Londres, un Londres au tournant du 19e et 20e siècle, c'était Ripper Street. On va aujourd'hui changer de thématique, on va parler des traumas et des chocs post-traumatiques qu'on peut voir dans les séries. Mais avant ça, je vais vous représenter pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode 48. Donc vous êtes docteur en histoire, hein, vous avez soutenu votre thèse en 2019 et vous avez fait votre thèse à l'université Queen Mary de Londres, financée par le Leo Baeck Institute, qui promeut notamment les travaux sur l'histoire juive allemande. Vous avez travaillé sous la direction de Julian Jackson et de Daniel Wildman, et donc vous êtes aujourd'hui postdoctorante. Vous travaillez sur des thématiques autour notamment du judaïsme, et vous intervenez parfois dans notre podcast, et on en est ravis. Alors, aujourd'hui, Florence, cet épisode thématique, vous avez choisi de le faire sur ce qu'on appelle ces chocs post-traumatiques liés notamment, mais pas que, on va le voir, à tout ce qui est le retour des zones de combat. Qu'est-ce qu'on peut dire pour commencer? Peut-être pourquoi choisir cette thématique, et puis qu'est-ce qu'on peut commencer à la présenter avant de voir, dans un deuxième temps, quelles seront les séries que l'on va évoquer aujourd'hui tout au long de l'émission? Oui, bien sûr. Alors, la question de la représentation des vétérans et notamment des chocs post-traumatiques ou des troubles du stress post-traumatique, c'est un sujet qui a commencé à m'intéresser, je dirais, il y a 2-3 ans, notamment à cause des séries et à cause de la représentation des vétérans de la Première Guerre mondiale dans 2-3 séries dont nous parlerons un petit peu plus tard, donc Boardwalk Empire aux États-Unis et Peaky Blinders, que je pense beaucoup connaissent en Angleterre. C'est un sujet sur lequel j'aimerais, c'est vrai que pour l'instant, j'ai essentiellement travaillé sur la communauté juive européenne au sens de française, italienne et allemande dans l'entre-deux-guerres. Mais cette question des vétérans, des troubles du stress post-traumatique et notamment de l'impact sur les familles, c'est un sujet vers lequel j'aimerais me tourner dans les mois et années qui viennent. Parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait sur les chocs traumatiques de l'après-guerre. On a le shell shock, ou ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui en France l'obusite, après la Première Guerre mondiale. Et après, on a le tournant de la guerre du Vietnam qui mène à la reconnaissance au niveau psychiatrique aux États-Unis du trouble du stress post-traumatique. Mais on a encore assez peu, je pense, alors c'est vraiment, j'en suis au début, donc si jamais il y a eu de grands travaux, j'espère que les spécialistes me pardonneront, mais il y a encore peu de travail sur les conséquences du retour de guerre sur les proches, donc sur les femmes, les enfants, au sein de la vie domestique, au sein de la vie quotidienne, alors qu'il est prouvé aujourd'hui par les recherches psychiatriques les plus récentes que les femmes et les enfants des hommes qui souffrent de troubles du stress post-traumatique tendent à devenir plus dépressifs ou plus anxieux. On a notamment le travail pour les gens qui sont intéressés sur l'aspect un peu plus psychiatrique ou scientifique de ce sujet. On a le superbe travail de Bessel van der Kolk, je mettrai la référence dans ma bibliographie, qu'il développe dans Le corps n'oublie rien. Alors maintenant, sur l'histoire un petit peu ou le développement de la science autour du trouble du stress post-traumatique ou du choc traumatique des traumas de guerre, je pense que, en tout cas, ce sur quoi je vais me concentrer aujourd'hui dans le podcast, on va commencer avec la Première Guerre mondiale et ce terme de shell shock en anglais ou obusite en français, qui est là plus ou moins pour un espèce de terme englobant
tous les symptômes, toutes les réactions, les attitudes, les troubles de certains soldats revenus du front de la Première Guerre mondiale. Et c'est un terme qui est créé, shell shock, c'est un terme qui est créé par Charles Myers en 1915 en Angleterre, et qui était là. On utilise ce terme qui met l'obus au centre du diagnostic, parce que la première explication, c'était que les troubles des soldats venaient de l'exposition répétée aux explosions qui provoquaient ou qui auraient provoqué des commotions cérébrales. Et donc, c'est quelque chose de très physique. Le cerveau est abîmé et les soldats sont juste, leurs cerveaux sont en train de se réparer ou ont été... ont souffert physiquement, visiblement de la guerre. Le problème, c'est que cette idée ne va pas tenir longtemps parce qu'au fur et à mesure que les mois et les années passent, on se rend compte que, que parmi les soldats qui sont atteints de shell shock ou de busite, il y en a un certain nombre qui soit n'ont jamais été directement dans la ligne de feu, un certain nombre, il y avait cette explication du shell shock ou de l'obusite comme, oui, ce sont ces soldats qui se sont retrouvés enterrés vivants entre les tranchées ou qui se sont retrouvés à proximité d'un obus qui explose. Mais on s'est rendu compte que les soldats touchés par l'obusite, en fait, n'avaient pas tous eu cette expérience. Et donc, il fallait l'expliquer par quelque chose de différent. Et donc, il y a cette réalisation par la science, par les psychologues et psychiatres de l'époque, on en est vraiment au tout début de la psychologie et de la psychiatrie, qu'il y a sûrement d'autres raisons et que, encore une fois, c'est plus que quelque chose de physique, c'est quelque chose qu'on explique par la peur. On est en 1914, 1918, 1920, qu'on explique aussi par la lâcheté des soldats, par un manque de masculinité, par une faiblesse morale ou une faiblesse physique. Enfin, on l'explique par tout sauf c'est la guerre qui les abîme tellement, qui leur fait tellement peur, qui les paralyse. Et on essaie de trouver d'autres explications. Et donc, il y a une vraie stigmatisation après la Première Guerre mondiale de ces malades de l'obusite, de ces malades du shell shock, pour un ensemble de raisons. On a des raisons nationalistes, évidemment. Le but, c'est quand même d'avoir l'armée la plus forte, la plus courageuse, celle sur laquelle on ne peut rien redire. Donc, il y a une espèce de combat, par exemple, entre les psychiatres français et allemands pour dire « Ah non, notre armée va très bien, c'est l'armée d'en face qui est faible moralement et dont les soldats se désistent ». On a aussi un phénomène avec l'obusite qui contredit les normes de la masculinité de l'époque. Et on a vraiment dans la presse, notamment la presse médicale du temps de la Première Guerre mondiale et des années 20, une explication du shell shock, une explication de l'épidémie. C'est vu comme une épidémie, c'est vraiment vu comme un phénomène de domino presque, et on l'explique par, encore une fois, un problème du moral, de l'intellect, des valeurs du soldat malade. C'est vu comme un signe de faiblesse, alors que les soldats devaient être héroïques et forts. Et les traitements de l'époque sont plutôt très violents. Alors, encore une fois, il y a des grosses généralisations ici, mais il y a vraiment un manque de compréhension de ce qu'est le problème. Donc, pour continuer un petit peu, encore une fois, je retrace à grands pas les étapes du développement de ce diagnostic. On a, après, au début des années 1940, on a Abraham Gardiner qui publie un traité sur les névroses traumatiques de la guerre. Et dans ce traité, il montre bien que les symptômes qu'on a remarqués après la Première Guerre mondiale, pendant et après la Première Guerre mondiale, et ceux qu'on commence à voir pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, en fait, ils ont leur origine dans la réponse du corps ou l'absence de réponse du corps. Donc, les travaux beaucoup plus récents, les travaux de ces 10-15 dernières années, montrent que, par exemple, être capable de bouger et de se protéger, c'est un facteur crucial dans la digestion d'événements traumatiques. Donc, si une expérience traumatique est liée à une incapacité à bouger, ce qui était le cas des soldats dans les tranchées, dans ce cas-là, elle va s'imprimer beaucoup plus durablement
dans le cerveau. Et donc, en début des années 40, on a vraiment ce lien qui est fait entre l'expérience traumatique pour l'esprit et comment cela se transmet au corps quelque part. Et on a aussi, avec la Seconde Guerre mondiale, le développement d'une idée de cette fatigue de guerre, qui est un diagnostic forcément beaucoup moins stigmatisant que la névrose, qui indiquait, encore une fois, une espèce de faiblesse et aussi une espèce de féminisation du soldat. Et pour finir sur ce point, ou cette présentation de l'évolution, de la façon dont les chocs traumatiques liés à la guerre étaient diagnostiqués, on a évidemment la création de cette catégorie diagnostique du PTSD en anglais, ou des troubles du stress post-traumatique en français, qui est inclus dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux aux États-Unis en 1980. Et il est inclus notamment suite aux actions d'activistes et de vétérans de la guerre du Vietnam. Donc, il y a tout un débat autour de cette catégorie. D'abord, c'est une catégorie très, très large. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les traumas liés à la guerre, mais on pourrait aussi, et ce sont des traumas qui se retrouvent dans les séries dont je vais parler, mais il y a aussi les traumas liés aux abus dans l'enfance, il y a les traumas liés notamment quand on parle des femmes, il y a les traumas liés au viol. Donc, c'est vraiment une catégorie très large qui s'applique aujourd'hui à beaucoup, beaucoup de monde. Mais en 1980, c'était une victoire pour les activistes et les vétérans de la guerre du Vietnam qui avaient vraiment essayé de voir leurs conditions reconnues au niveau médical et psychiatrique. Et donc, c'est un débat qui, dès l'entrée du diagnostic dans le manuel en 1980, est politisé, puisqu'il y a toute cette question de ce que la guerre a fait à ces soldats, de la façon dont elle les a privés de leur jeunesse, de leur innocence, le fait que la guerre du Vietnam était quand même une guerre un peu inutile, puisqu'au final, les Américains en tout cas n'ont certainement pas gagné. Et il y a aussi l'aspect économique qui est non négligeable, puisque cette reconnaissance implique qu'il va falloir aider ces vétérans. Ils ont été rendus malades par la guerre, malades par leur gouvernement qui les a envoyés au Vietnam, et donc il va falloir les aider financièrement. Et peut-être juste pour finir, aujourd'hui, donc notamment avec les vétérans qui reviennent aux États-Unis et dans une moindre mesure en Angleterre, les vétérans qui reviennent d'Irak et d'Afghanistan, on estime qu'il y a entre 13 et 14% des vétérans qui sont concernés par ces troubles du stress post-traumatique, parfois de façon très, très lourde. Donc ça, c'est plus ou moins, voilà, c'est l'aperçu de l'évolution du diagnostic et d'une moindre stigmatisation. C'est pas tout à fait vrai, mais on a une évolution de l'explication purement physique par la commotion cérébrale à quelque chose qui évolue avec une reconnaissance des aspects psychologiques et psychiatriques que l'on explore à travers la neuropsychiatrie, mais qui font le lien entre corps, esprit, le physique, le psychologique et le physiologique. Florence, ces chocs post-traumatiques, on les a vus au cinéma. Vous avez parlé de 14-18 notamment. J'ai en tête l'excellent film qui a été un peu délaissé à l'époque, hein, Les Fragments d'Antonin. On voit véritablement là, c'était au cœur du film. On a d'autres films, je pense plus récemment à France, par exemple, de François Ozon, où il y a véritablement ce trouble, le fait d'avoir tué quelqu'un qui a terrorisé le héros Adrien, et à un moindre degré, même si c'était centré sur plutôt les gueules cassées, le film tiré du roman de Marc Duguin, La Chambre des officiers, aussi montrait ces chocs-là. Donc le cinéma s'y intéressait. Alors nous ici, on est sur un podcast qui parle des séries. Vous avez sélectionné justement, Florence, un certain nombre de séries qui parlent de 14-18, mais qui vont, vous l'avez dit, hein, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au Vietnam. Alors peut-être avant de rentrer dans les détails, d'analyser, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est votre sélection de séries que vous allez aborder aujourd'hui avec nous? Oui, bien sûr. Alors là, je me suis concentrée sur 3-4 séries que j'avais vues, qui m'avaient parlé. Je suis certaine qu'il y en a beaucoup d'autres qui traitent de ce sujet de façon directe ou de façon un peu plus indirecte. Mais pour aujourd'hui, je me suis concentrée sur Boardwalk Empire, Peaky Blinders, This Is Us
Et la dernière série que j'évoquerai, c'est The Punisher. Et donc, ces 4 séries qui mettent au cœur vraiment des personnages qui sont fondamentalement transformés par la guerre à laquelle ils ont participé. Que cela soit rendu explicite dès le début ou que ça fasse complètement partie de l'histoire. Je pense que dans Peaky Blinders et The Punisher, on a vraiment cette idée que c'est les héros ou les anti-héros vraiment de ces séries ont été fortement marqués par la guerre et que ça explique leurs attitudes et leurs actions après ça. Et puis dans Boardwalk Empire et surtout dans This Is Us, c'est quelque chose qui est beaucoup moins, qui est moins explicite. Dans Boardwalk Empire, certains des personnages qui se sont battus en France pendant la Première Guerre mondiale en parlent et vraiment ça fait partie des expériences de ces personnages. Dans This Is Us, surtout dans la première et deuxième saison, c'est quelque chose qui est moins présent et qui se développe dans la 4e saison. Donc, pour les présenter rapidement, donc Boardwalk Empire, c'est une série du début des années 2010. On est dans l'après-guerre aux États-Unis et on est, je crois que le premier épisode débute au tournant, lorsque la loi qui instaure la prohibition d'alcool est votée. Et donc, on suit la vie d'un ensemble de personnages, mais au cœur de ces personnages, on a Nucky Thompson, qui est inspiré d'une vraie figure de l'époque. Et Nucky Thompson développe un commerce et un trafic illégal d'alcool, entre autres activités, à Atlantic City, qui est vue à l'époque comme un peu la ville du vice. Et dans Boardwalk Empire, on a 2 personnages, surtout, qui sont marqués physiquement et mentalement par la guerre. On a Jimmy Darmody, qui est plus ou moins en tout cas dans le premier épisode, puis après il y a toute une évolution que je laisserai aux gens le plaisir de découvrir, mais Jimmy Darmody était un petit peu le bras droit de Nick Thompson, qui est marqué par la guerre physiquement au sens où sa jambe a été fortement abîmée par un éclat d'obus et donc c'est une jambe qui le fait souffrir, et mentalement parce que son hyper-violence et son hyper-vigilance, il l'explique lui-même directement par la guerre, il explique son changement d'ambition par la guerre. Il était à Princeton en 1914 et il choisit de rejoindre l'armée américaine en 1917, ou il était peut-être à Princeton un petit peu après, mais oui, donc son histoire est vraiment expliquée par la guerre comme tournant. Et on a la même chose avec Richard Harrow, qui est ce vétéran de la Première Guerre mondiale, une gueule cassée par excellence, qui apparaît dans la première saison, avec ce masque qui couvre la moitié de son visage, puisque son visage a été détruit pendant la Première Guerre mondiale. Et encore une fois, on a un personnage qui a été rendu hyper violent par la guerre et qui vraiment fait le lien entre ce qu'il est devenu, sa perte d'innocence, sa perte de foi en l'humanité et son expérience de guerre. Richard Harrow était un tireur d'élite pendant la Première Guerre mondiale. Donc ça, c'est Boardwalk Empire. Après, on a Peaky Blinders. Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de présenter la série. Je pense qu'il y aura dans les mois qui viennent sûrement un épisode à Histoire en série sur Peaky Blinders. Donc dans Peaky Blinders, on suit la famille des Shelby autour de Tommy Shelby, l'espèce de figure très, très masculine qui développe les activités criminelles de la famille à Birmingham après la Première Guerre mondiale. Et encore une fois, on a vraiment un lien très fort qui est fait entre les attitudes et les actions de Tommy Shelby, de son frère Arthur et de son frère John, leur violence et leur expérience au front. L'expérience au front de Tommy Shelby et de ses frères est extrêmement forte et aussi particulière, puisqu'il faisait partie de ces gens qui creusaient des tunnels. Et donc il y avait, quand on parle de l'obusite, on parle souvent de cette espèce de peur panique qui est plus importante encore que le fait de tuer quelqu'un. Et donc, se retrouver 6 pieds sous terre, littéralement, forcément, va nourrir cette peur panique. Et on a un certain nombre, encore une fois, de moments dans la série où cette peur est rendue très, très concrète
par les flashbacks sur lesquels nous reviendrons. Ensuite, This Is Us. Encore une fois, je pense que la série est assez connue en France. Je crois qu'il y a eu une version française qui est en train d'être tournée ou qui est en train d'être montrée à la télévision française en ce moment. Donc, dans This Is Us, on suit la famille de Jack et Rebecca Pearson, leurs 3 enfants, Kate, Kevin et Randall. Je vais pas forcément raconter tout ce qui se passe dans l'histoire, surtout qu'il y a un risque de spoiler non négligeable ici, mais de la même façon qu'on a ces personnages fortement marqués par la guerre de façon très explicite, ou plutôt de façon différente. Disons que dans This Is Us, les Jack Pearson qui a été au front, qui a été je ne sais plus quel était son statut exactement pendant la guerre du Vietnam, mais en tout cas, il se présente comme quelqu'un qui a juste été mécanicien pendant la guerre du Vietnam. Et ça a été une expérience un peu désagréable, mais il en parle très, très peu. Et dans la 4e saison, on se rend compte qu'en fait, son expérience de la guerre du Vietnam a été beaucoup plus violente et beaucoup plus au contact des aspects les plus terribles de cette guerre. Et on a donc ces 2 personnages, Jack Pearson, mais aussi son frère, Nicky Pearson, qui ont fait la guerre du Vietnam. Et cette guerre va avoir un impact sur des décennies, sur leur vie, un impact, encore une fois, un peu physique, mais qui est avant tout mental, avec des stratégies d'évitement quand on regarde Jack Pearson, et quelque chose d'un peu plus flou. Je vais être obligée de rester un peu flou sur le cas de Nicky Pearson, mais on le suit au Vietnam et on le suit un petit peu plus tard sur l'après-Vietnam. Et il y a vraiment cette idée. Nicky Pearson est un peu le vétéran de la guerre du Vietnam dans This Is Us, l'exemple type de ce que la guerre du Vietnam a fait aux soldats qui n'étaient pas accompagnés. Et pour finir cette présentation un peu longue, je pense que la dernière série dont je parlerai, c'est The Punisher. Parce que c'est vraiment difficile de ne pas parler de cette série si on se concentre sur les vétérans et les troubles du stress post-traumatique. C'est la série qui a été vraiment la plus appréciée par les vétérans américains eux-mêmes et par ceux qui souffrent des troubles du stress post-traumatique. Et je pense que c'est vraiment la série dans laquelle Netflix a mis énormément de moyens pour comprendre. Netflix et les créateurs ont vraiment essayé de comprendre et de faire leurs recherches auprès de vétérans, évidemment toujours en vie aujourd'hui, les ont vraiment inclus dans le processus d'écriture et aussi comme acteurs. Et donc dans The Punisher, on suit Frank Castle dans ses quêtes de vengeance. Encore une fois, je vais essayer de ne spoiler personne. Mais vraiment, c'est les expériences du trouble du stress post-traumatique et ces rencontres avec d'autres vétérans qui font aussi beaucoup partie de la série. Et donc, il n'y a pas de glorification de l'ultra-violence. On essaie, encore une fois, de l'expliquer, de la comprendre à travers le spectre des expériences de guerre, et on essaie de voir à quel point ces individus, ces vétérans sont traumatisés par la guerre et quelles conséquences ça a sur leur vie après. Effectivement, vous l'avez dit, hein, on ne peut pas faire le tour de toutes les séries parce que pendant votre évocation, j'ai eu aussi en tête une série sur le Vietnam, hein, L'Enfer du Devoir. Je pense qu'on traitera bientôt avec Marjolaine Boutet là-dessus. Puis, vous l'avez dit aussi, effectivement, This Is Us, par exemple, on en a parlé dans l'épisode 88 avec Pierre Langlais. Donc, ceux qui voudraient aller plus en détail pour mieux connaître les personnages et l'histoire avant de regarder la série peuvent se rendre sur notre site internet histoireensérie.com et aller voir l'analyse que Pierre en avait faite, parce qu'il avait fait une analyse plus générale, et c'est très intéressant ce que vous nous dites ici, Florence, parce que ça permet d'aborder ce biais-là aussi pour les séries, qui est très bien. Alors, le remake français qui est diffusé sur TF1 en ce moment, c'est Je te promets, qui est vraiment une transposition française, sauf que on est passé dans le côté français et que le côté guerre du Vietnam n'est plus là. Dans cette série-là. Alors, je voulais voir avec vous, pour commencer, Florence, comment est-ce qu'on filme ces personnes-là? Comment est-ce qu'on voit ces chocs-là? Comment est-ce que c'est mis en avant? Alors, je remarque aussi, vous allez me dire peut-être que je me trompe, mais qu'il y a quand même une certaine similitude, une certaine façon de filmer, et que peut-être pour que les spectateurs comprennent bien la teneur du choc post-traumatique, il est souvent lié d'ailleurs à une certaine, ou à plusieurs d'ailleurs, blessures physiques.
Oui, alors c'est vraiment, je pense, dans ces 4 séries, c'est un trauma qui se doit d'être visible. Alors il va être visible, sur le corps des soldats que l'on rencontre et aussi il est rendu évident à travers des flashbacks, à travers des cauchemars, à travers, ce que la psychiatrie appelle ces épisodes de réexpérience, du trauma et donc je pense que l'exemple le plus flagrant de ce lien entre blessures psychologiques et blessures physiques, c'est vraiment dans Boardwalk Empire. Et dans Boardwalk Empire, je pense que le but, c'était aussi de montrer que la Première Guerre mondiale, c'est un conflit extrêmement violent, un conflit qui a handicapé quelque part une génération entière. C'est aussi une image qu'on a en Angleterre. Donc, dans Boardwalk Empire, on va avoir Jimmy Darmody, qui, encore une fois, a vraiment la guerre au bord des nerfs à chaque fois qu'il explique son changement, ses changements d'ambition, qu'il explique sa violence, c'est toujours en référence à la guerre, mais de façon visible. Jimmy Darbody boite et donc c'est inscrit dans son corps. Il a une jambe qui est rendue très douloureuse par son expérience de la guerre. Il y a cette scène, je crois, dans l'épisode 6 ou 7 où on voit enfin la jambe en question qui a été opérée en France et un médecin américain note que c'est quand même un travail extraordinaire, qu'ils ont sauvé sa jambe quand peut-être avant il l'aurait amputée. Mais pour Jimmy Darmody, c'est un rappel qu'il ne peut pas échapper, qu'il a participé à cette Première Guerre mondiale. Et on a aussi dans Boardwalk Empire cet exemple de, encore une fois, Richard Harrow, dont la moitié du visage a été complètement détruite par la guerre. Donc l'exemple de la gueule cassée, comme on en a sûrement vu un certain nombre dans des films français, dont ceux que vous avez cités. Donc oui, il y a vraiment un effort, je pense. C'est peut-être un petit peu moins vrai dans Peaky Blinders, et on a il va y avoir des exemples de cicatrices, mais en tout cas, l'aspect très physique est vraiment très visible dans Boardwalk Empire. Il y a cette idée qu'un homme ne peut pas traverser ce conflit, traverser la Première Guerre mondiale et revenir et prendre sa place comme un être humain normal, parce que c'est vraiment inscrit, encore une fois, de façon très physique. Ce qui est intéressant d'un point de vue peut-être historique, c'est que ce lien qui est fait entre blessures physiques et blessures psychologiques est, dans les séries en tout cas, assez rarement montré comme ce qu'était l'obusite, comme ce qu'était le shell shock décrit par les psychiatres de l'époque. Donc, je trouve que si on avait voulu montrer cet aspect plus physique du shell shock, ou cet aspect plus physique de la Première Guerre mondiale, il aurait peut-être aussi été intéressant de montrer ce que les psychiatres de l'époque ont décrit, c'est-à-dire des corps qui n'obéissent plus, des vétérans qui manquent de contrôle sur leur corps, sur leurs mouvements, qui bégayent. Il y a aussi toutes ces conséquences quelque part sur les 5 sens, donc des gens qui bégayent. On a aussi des cas de muets ou d'aveugles hystériques. Je mets des guillemets autour d'hystériques, mais et donc cet impact du shell shock sur les corps, en tout cas dans les séries que je couvre moi, est peu visible. Je pense que c'est un peu moins de la bonne télé peut-être, ou un peu moins intéressant pour les créateurs de séries de montrer ce genre de conséquences plutôt que de montrer un shell shock ou un choc traumatique qui mène à cette ultra-violence et qui mène à ce changement radical dans les caractères, dans les personnages qu'il couvre. Et le deuxième aspect, c'est effectivement celui dont vous avez parlé, c'est-à-dire et un aspect qui est très pratique pour les gens qui créent, qui écrivent des séries télé ou aussi des films, c'est-à-dire que l'un des symptômes du choc post-traumatique et peut-être dans une moindre mesure du shell shock, mais ce sont les flashbacks et les cauchemars des personnages. Donc cette idée de réexpérience du trauma en termes psychiatriques.
Donc, je pense qu'ils sont très utilisés dans les séries parce qu'il y a cet attrait narratif pour le flashback. C'est quelque chose qui permet à la fois de montrer le trouble, de montrer le trauma de guerre et l'impact qu'il a après la guerre sur les personnages que l'on suit dans les séries, mais c'est aussi peut-être une stratégie narrative ou un outil narratif qui permet de raconter l'histoire du personnage qui subit ces cauchemars. Donc ça permet aux créateurs de séries de justifier l'utilisation de flashbacks, de justifier, de nous montrer des choses qui se sont passées il y a plusieurs années, sans avoir à le raconter purement oralement. Donc ça permet aux créateurs de nous montrer quelque chose de façon très explicite. Encore une fois, je pense que là, on a les exemples de Peaky Blinders avec les cauchemars de Tommy dans la première saison. Donc, on a Tommy Shelby qui est quand même un modèle de la masculinité de l'époque, ou en tout cas selon les créateurs, mais qui en même temps est vraiment complètement qu'elle est rendue vulnérable par les horreurs qu'il a vécues, les horreurs des tranchées en France. Et il est réveillé par des terreurs nocturnes, il entend les Allemands de l'autre côté du mur de sa chambre. Toujours dans Peaky Blinders, on a Arthur Shelby qui a ses accès de rage, aussi motivé par la Première Guerre mondiale. On a un autre caractère, je crois, qui est une espèce d'épisode psychotique. Donc, encore une fois, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement visible à l'écran, ce genre de réexpérience. On a ça aussi, je vais juste faire un petit bond vers Ripper Street, puisque dans l'un des épisodes de la première saison, Bennett Drake, donc ce sergent un peu bourru et très violent, sa violence est aussi partiellement expliquée par ses expériences de guerre, donc là c'est plus en Égypte, je crois, et il y a cet épisode où on le voit, encore une fois, avoir tous ces flashbacks et ces cauchemars et cette réexpérience de ces expériences de guerre hyper violentes. Donc, ce qui nous permet de mieux comprendre le personnage. Et je pense vraiment que les flashbacks sont utilisés pour qu'on comprenne d'où viennent les blessures psychologiques et la violence de ces personnages de télévision. Dans The Punisher, encore une fois, je pense que si les gens connaissent un petit peu la série, les flashbacks sont indispensables, puisqu'on a vraiment un personnage qui part dans ses quêtes de vengeance, et donc il faut les justifier, et pour ça, on a vraiment cette utilisation, encore une fois, du flashback et des cauchemars. Et je pense que c'est un outil narratif qui est peut-être un petit peu moins utilisé dans This Is Us ou dans Boardwalk Empire. Dans This Is Us, le Vietnam devient une partie très importante de l'histoire dans la 4e saison, et elle apparaît ici ou là dans les 3 saisons précédentes, mais elle est visitée plus que dans des flashbacks liés au personnage principal, qui est mort dans la 4e saison. Elle est vraiment visitée comme une partie de l'histoire à part entière. Donc, pour les gens qui n'ont pas vu This Is Us, on a à la fois ce qui se passe entre 2016 et 2021. Donc, c'est vraiment une série qui nous est contemporaine, qui suit ce qui se passe chez nous. La dernière saison, d'ailleurs, nous fait le plaisir d'inclure la pandémie, mais c'est une saison qui est basée sur des retours dans le passé, où on suit les personnages à l'âge qu'ils avaient dans le passé, comme si c'était une série un peu différente. Donc, c'est pas tant un flashback que vraiment une autre histoire qui se développe. Et dans Boardwalk Empire, pour finir sur cette dernière série, je pense que, j'ai commencé à la re-regarder il y a quelques semaines, les flashbacks sont moins explicites, ils sont moins montrés, mais ils sont aussi visibles un peu plus par les souvenirs racontés par Jimmy et Richard. Donc, il y a vraiment cet outil de faire parler ces vétérans et d'essayer de comprendre, encore une fois, la place centrale qu'a la guerre dans leurs expériences et dans l'évolution de leur vie. Et c'est aussi utilisé de façon très intéressante, un petit peu comme dans Peaky Blinders, par la bande-son. C'est-à-dire qu'on va avoir des bruits de train qui se fondent en bruits de mitrailleuses, ou des bruits un peu abstraits qui se transforment en cris d'horreur. Donc, c'est quelque chose d'un petit peu plus subtil, je dirais, bien que Boardwalk Empire soit loin d'être subtil partout. Mais oui, donc
tout ça pour dire que dans ces 4 séries dont je parle, et je pense dans un certain nombre de séries et de films qui se concentrent sur la Première Guerre mondiale, la guerre du Vietnam et les guerres un peu plus contemporaines en Irak et en Afghanistan, il y a souvent un lien qui est fait de façon très visible entre soit le corps et l'esprit ou l'importance du flashback dans les chocs post-traumatiques. Vous venez, Florence, d'évoquer quelque chose d'hyper intéressant autour de la notion de violence, parce que on essaie de voir depuis tout à l'heure comment est-ce que l'on montre ces chocs-là. Vous l'avez dit, on a quand même évolué par rapport à certaines diagnostics, notamment de la post-Première Guerre mondiale, où on voyait, vous l'avez dit, des troubles physiques, des gens qui tremblent, des choses comme ça. Là, c'est différent, mais on a quand même aussi peut-être un autre indicateur. Je pensais notamment à l'ultra-violence, que ce soit celle de Tommy Shelby dans Peaky Blinders, ou que ce soit par exemple celle de Frank Castle dans The Punisher. Est-ce que là aussi c'est pas quelque chose qui révèle à l'écran ces chocs-là, qui explique ces chocs-là? Oui, je pense que c'est vraiment cette ultra-violence. Pour moi, c'est l'autre. C'est aussi un symptôme très télévisé. Je pense pas que ça soit un symptôme diagnostique. Je ne pense pas que ce soit quelque chose que les psychiatres décrivent comme l'un des symptômes des troubles du stress post-traumatique, mais c'est vraiment quelque chose qui est utilisé par les séries et par les films. Et c'est vraiment visible dans Peaky Blinders, dans Boardwalk Empire et dans The Punisher. Et donc, je vois ça presque comme une ultra-violence qui est permise, justifiée et expliquée par le trauma de guerre. Pas pour tous les personnages. Dans Boardwalk Empire, on a un certain nombre de personnages très violents qui ne sont pas allés en Europe entre 1917 et 1918. De la même façon que dans Peaky Blinders, tous les gangsters anglais n'ont pas fait la guerre, mais en tout cas sur ces personnages clés que j'ai nommés, il y a vraiment une explication ou un lien très clair qui est fait entre leurs actions ultra-violentes, leur participation à ces groupes ultra-violents et leur expérience de guerre. Et forcément, dans The Punisher, c'est aussi très, très visible. Et donc, oui, si on regarde, donc commençons avec Peaky Blinders, on a vraiment Peaky Blinders, c'était un groupe criminel avant la guerre. Donc, c'est la criminalisation de Tommy Shelby est pas liée à la guerre en elle-même, mais elle est, je pense, accentuée ou exagérée avec l'expérience de guerre de ces hommes de la famille. Donc, on a une famille qui est criminelle avant la guerre, mais l'expérience de la guerre va vraiment nourrir les ambitions de Tommy, va aussi quelque part le mener à un espèce de détachement émotionnel. Encore une fois, c'est un peu les termes utilisés par les psychiatres, ça fait partie des symptômes décrits par les autorités médicales quand ils étudient les chocs traumatiques. Il y a vraiment cette idée d'indifférence émotionnelle ou de détachement qui est très visible dans Peaky Blinders. Et ça va aussi, cette expérience de guerre, lui donner un levier de plus pour jouer sur la loyauté de ses frères. C'est-à-dire qu'il en appelle assez souvent à cette expérience des soldats, à cette expérience de l'esprit de camaraderie du front. Mais il y a aussi cette idée dans Peaky Blinders et aussi dans Boardwalk Empire, et peut-être dans une moindre mesure dans The Punisher, qu'ils ont fait pire ou ils ont vécu bien pire pendant la guerre. Et donc la violence qu'ils retrouvent, voire qu'ils recherchent quand ils reviennent chez eux, est relativisée par tout ce qu'ils ont vécu pendant la guerre. Donc on a encore une fois, on a cette rage, ces excès de rage des frères de Tommy Shelby ou de Tommy Shelby lui-même, et ces épisodes psychotiques, je crois, du caractère de Danny Weisbang. Dans Boardwalk Empire, comme je l'ai dit, on a vraiment une violence qui est explicitement liée chez Jimmy et Richard aux expériences de la guerre. Et on a cette idée que l'expérience de la guerre les a transformés. On a parfois des aperçus de leur côté plus doux, plus aimant, de ce qu'ils auraient pu devenir si la guerre n'avait pas eu lieu. Et je pense qu'on a vraiment cette idée qu'ils se lancent dans le crime parce que c'est la seule chose qu'ils savent faire. Donc on a une rupture qui est encore plus forte que dans Peaky Blinders ici. Et encore une fois, c'est utiliser le trauma de guerre comme explication narrative. La série utilise les qualités de soldats de Jimmy et de Richard pour en faire des criminels idéaux et pour en faire
mais aussi pour en faire des caractères, quel est le terme que je cherche ici, qui ont plusieurs facettes, qui ont plusieurs épaisseurs. J'utilise, c'est un anglicisme, mais il y a vraiment encore une fois, c'est une façon un peu pratique, j'imagine, pour les créateurs de séries, de montrer que ces gens ne sont pas tout blancs, tout noirs. L'expérience de guerre et les chocs traumatiques de la guerre permettent vraiment de peindre des personnages qui sont multifacettes. Ce qui est intéressant, et oui, forcément, on a The Punisher, on a vraiment une ultra-violence qui, à la fois, est visible dans l'entraînement, qui est visible sur le terrain de guerre, avec quand même la torture qui est mise au cœur et qui est critiquée par la série, et qui se poursuit aux États-Unis. Donc aussi avec cette idée que la guerre n'est pas finie quand les gens rentrent chez eux, qu'elle est toujours là, et qu'elle poursuit ces vétérans jusque dans leur maison, puisque la famille de Frank Castle est assassinée. Ce qui m'intéresse ici, dans cette utilisation de l'ultraviolence et dans cette justification de l'ultraviolence par les expériences de guerre, c'est que je dirais il y a 2-3 points principaux. Le premier, c'est qu'on a, encore une fois, probablement parce que c'est plus intéressant pour ces récits fictionnalisés, de montrer des gens qui sont passés par la guerre et que la guerre a radicalement transformé, que de montrer ce qui a été l'expérience d'une majorité des hommes, c'est-à-dire des gens qui s'en sortent, qui surmontent leurs expériences sans traumatisme lourd. Forcément que ça va un petit peu, c'est une expérience, donc ça va forcément les changer un petit peu, mais jamais, pour la majorité des soldats de la Première Guerre mondiale, la transformation est rarement aussi radicale que ce qu'on le voit dans Peaky Blinders ou dans Boardwalk Empire. C'est aussi, je pense, ce lien qui est fait entre la violence, la violence que ces personnages ont commise, ou les violences que ces personnages ont commises au front, et la violence qu'ils commettent une fois rentrés chez eux, fait vraiment un lien avec cette idée que si tu as tué une fois à la guerre ou plusieurs fois à la guerre, tu n'auras aucun problème. Voilà, c'est lié à cette ultra-violence après la guerre. Alors que, en tout cas, c'est très clair pour les recherches qui ont été faites sur la Première Guerre mondiale, une majorité des soldats qui subissent un traumatisme, qui avaient subi un shell shock, n'avaient jamais tué. Ils avaient été traumatisés non pas par le fait qu'ils avaient tué quelqu'un ou par le fait qu'ils avaient été menacés de mort de façon très explicite, mais c'était vraiment la peur, panique de la vie dans les tranchées qui les menait à ce choc traumatique. C'était plus que leurs actions, en fait, c'était la passivité à laquelle ils étaient forcés au milieu d'un danger extrême qui était la vie dans les tranchées, les obus et les mitraillettes qui les entouraient, qui les menait à ce choc traumatique. Et donc, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas du tout visible dans les séries. On a vraiment un lien qui est fait entre ces gens ont été très violents au front parce qu'ils avaient besoin de se défendre parce que c'était la guerre, et ils deviennent très violents où ils transposent cette violence dans leur vie quotidienne après. Le deuxième ou troisième aspect de cette ultra-violence, et là c'est plus une interprétation personnelle, mais il me semble parfois que cette ultra-violence dans Boardwalk Empire, dans Peaky Blinders et aussi dans The Punisher, mais vraiment dans les deux premières, est là pour réaffirmer la masculinité des personnages principaux. Et je pense que c'est pas forcément un thème que j'ai mis au cœur de ce podcast, mais c'est vraiment un thème qui pourrait être couvert éventuellement dans un épisode futur, mais la masculinité est aussi un sujet central à l'étude de l'obésité ou du shell shock, à l'étude des chocs post-traumatiques liés à la guerre de façon générale. Parce qu'on a vraiment des personnages qui sont présentés comme en partie affaiblis, rendus vulnérables par la guerre, ils ont des cauchemars, ils sont montrés comme étant terrifiés. Et en même temps, les séries en tout cas, nous montrent de façon, encore une fois, très explicite par cette ultra-violence que ce choc lié à la guerre ne les empêche pas de se battre, de conquérir, de se venger, de tuer. Donc, leur masculinité n'a pas été trop abîmée par la guerre et elle s'exprime, encore une fois, par
par cette violence. Donc oui, pour moi, il y a vraiment un lien qui est fait entre les expériences de guerre et l'ultra-violence montrée dans ces 3 séries. Et puis, on voit bien que les personnages, vous avez commencé à l'évoquer, hein, sont traumatisés, que les traumatismes se montrent bien sûr par l'hyperviolence et Peaky Blinders et aussi pardon, The Punisher est aussi très visible sur ça. Moi, je voulais voir aussi d'autres peut-être petits caractères avec vous qu'on a commencé à évoquer, notamment le détachement émotionnel, certaines stratégies d'évitement aussi soit quand on est par rapport à la violence, soit par rapport à la guerre elle-même. On voit bien là-dessus que ces chocs post-traumatiques, ils ont différents biais pour être montrés par les showrunners à l'écran. Oui, oui, oui. Et je trouve que c'est souvent ce qui m'intéresse, moi, le plus, c'est-à-dire de voir comment ces chocs se traduisent en dehors des situations d'ultra-violence. Et dans les 4 séries donc, que j'évoque, donc Boardwalk Empire, The Punisher, This Is Us et Peaky Blinders, on va avoir en tout cas pas dans This Is Us, mais on va avoir souvent une violence, mais on a aussi, comme vous le dites, ce détachement émotionnel et ces stratégies, soit ces stratégies d'évitement, soit cette hyper-vigilance qui est montrée à l'écran. Je pense que la plus flagrante de ces stratégies d'évitement, ou en tout cas c'est l'automédication par l'alcool et par les drogues. Et c'est quelque chose qui est utilisé pour le trauma lié à la guerre, et je pense que c'est vrai pour ces 4 séries, les personnages de ces 4 séries ne sont pas seulement marqués par des traumatismes liés à leur expérience de guerre. Il y a vraiment encore une fois, plusieurs épaisseurs à leur trauma. Je pense qu'on a des pères violents dans au moins 3 séries sur 4. Donc, dans Boardwalk Empire, le père de Jimmy Darmody est quasiment absent et son père de substitution est très violent, donc c'est Nucky Thompson. On a la même chose, je pense, dans This Is Us, on a un père alcoolique, donc on a aussi un lien qui est difficile. Donc ce n'est pas pour dire que la place de l'alcool ou des drogues est centrale seulement à cause de la guerre, mais c'est quand même un schéma narratif, un outil narratif qui est souvent utilisé. L'alcool comme signe de trauma et comme lien avec, dans ce cas-là, les expériences de guerre. On a aussi la place des drogues qui est centrale, un peu plus, je pense, dans Peaky Blinders, où on a Tommy Shelby qui essaie d'échapper à ses cauchemars via l'opium. Et c'est aussi le cas dans Boardwalk Empire. Donc on a ces gens qui essaient d'échapper à leur douleur psychologique et physique via l'alcool et les drogues dures, donc l'opium après la Première Guerre mondiale. Et on a aussi, comme vous venez juste de l'évoquer, cette hyper-vigilance qui se traduit souvent dans des accès de rage, de colère. Et ça, c'est aussi visible dans ces 4 séries. Et je pense dans un grand nombre de séries ou de films qui s'intéressent aux vétérans. On a ces accès de rage ou de colère chez Arthur Shelby, qui est un peu le chien fou de la famille des Shelby, celui qui est utilisé comme instrument de violence en premier lieu. On a la même chose, je pourrais encore une fois faire un petit lien avec Ripper Street et Bennett Drake, qui devient très très violent à cause de la guerre, et cette violence, cette colère est utilisée par le système policier. On a, de la même façon, on a parfois une espèce de colère que Jack Pearson essaie de réprimer, mais qui est quand même présente dans This Is Us. Et puis, on a, je pense, cette colère qui est forcément très visible dans The Punisher, et qui est visible non seulement à travers le personnage de Frank Castle, mais aussi à travers les autres vétérans que l'on rencontre dans les 2 saisons de la série. Parce qu'encore une fois, l'une des forces, je pense, de The Punisher, c'est de ne pas se concentrer seulement sur un personnage, mais de montrer la diversité des expériences d'après-guerre de ces vétérans, ces sentiments d'abandon, de colère, de rage, d'isolement. Et donc, toute cette variété est représentée. On a aussi, je pense, en plus de
encore une fois, des explosions de colère. On a aussi, au contraire, un espèce de détachement émotionnel et de ces stratégies d'évitement dont parlent, encore une fois, les psychiatres et les autorités médicales sur le sujet des troubles de stress post-traumatique, qui sont aussi très visibles dans ces séries. Donc, on va avoir, je pense, le détachement émotionnel qui est visible chez une bonne partie des hommes de ces séries. Alors, c'est en partie lié à, encore une fois, cette image de la masculinité et des hommes qui répriment leurs émotions et qui gardent un peu tout pour eux. Donc, je veux dire, c'est loin d'être seulement lié à l'expérience de guerre. Il y a aussi une petite tendance quand même dans ces séries à montrer un chemin de, je ne sais pas si rédemption est le mot exact, mais de retour à la normalité via la famille et via notamment les femmes. Mais on a vraiment, oui, ce détachement émotionnel. Dans This Is Us, et je ne sais pas si cela sera évoqué dans le podcast sur la série, mais on a vraiment cet évitement très clair de Jack Pearson qui refuse de parler de son expérience de guerre à sa femme ou à ses enfants, qui ment à propos de son expérience au Vietnam. Ça veut dire qu'il se présente, comme je l'ai dit dans l'introduction, il la présente comme une expérience de quelqu'un qui était juste un mécanicien, qui n'avait pas de statut particulier, alors qu'en fait, on découvre dans la 4e saison qu'il était quand même un minimum haut gradé, qu'il était en charge d'une patrouille, qu'il a vécu des choses, encore une fois, affreuses, que certains membres de sa patrouille sont morts dans des conditions très violentes, et puis surtout qu'il a perdu son frère de façon, si ce n'est littérale, au moins dans sa vie à lui, il a perdu son frère pendant la guerre du Vietnam, et il va mentir à ce sujet aussi, c'est-à-dire que, encore une fois, je vais peut-être faire un spoiler alert, donc passez la minute et demie suivante si vous ne voulez pas savoir ce qui se passe dans la 4e saison, mais ce qu'on apprend, c'est que Nicky n'était pas mort, et donc que Jack a menti sur son frère parce que son frère était tellement lié à cette expérience de la guerre du Vietnam et à ses horreurs et à la façon dont elle transforme les gens, que Jack a préféré se couper de tout ce qui lui rappelait le Vietnam. Et donc il se coupe de son frère, il se coupe de ses horreurs, il se coupe de son expérience, il se coupe aussi en partie des vétérans, des gens avec qui il était au Vietnam, pour vraiment se concentrer sur sa famille. Et je pense qu'ici, on a quand même quelque chose d'autre qui est montré, en plus quand même de l'alcoolisme de Jack Pearson, c'est que ça va avoir une influence. On a plusieurs moments dans la série This Is Us où Rebecca Pearson essaie de comprendre un petit peu mieux son mari, essaie de comprendre certains de ses traits de caractère ou justement cette espèce de colère réprimée. Elle essaie d'en savoir parfois, c'est rare, mais elle essaie d'en savoir un petit peu plus à propos du Vietnam. Et puis, on a vraiment cette quête tout au long de la 4e saison, cette quête du fils de Jack Pearson, Kevin Pearson, donc l'acteur, qui essaie de mieux comprendre son père à travers ses recherches sur la guerre du Vietnam. Et ensuite, on a évidemment l'exemple donc de Nicky Pearson, le frère de Jack, qui, encore une fois, se plonge dans l'alcool, refuse de parler de la guerre du Vietnam, refuse de se faire soigner, avec un poids non négligeable quand même de la culpabilité de ce qu'il a fait pendant la guerre du Vietnam et de la honte. Je pense peut-être un dernier sujet qu'on pourrait aborder quand on parle de ces troubles du stress post-traumatique liés à la guerre. L'autre idée récurrente, c'est vraiment cette idée je dirais, de double mort dans les séries. Avec, encore une fois, j'ai parlé de la guerre comme rupture radicale et qui mène souvent à un changement d'ambition ou un changement de caractère. On a aussi dans Peaky Blinders et dans Boardwalk Empire des personnages qui disent clairement qu'ils sont morts une première fois sur le champ de bataille en France, dans les tranchées, et qu'ils sont revenus incomplets, qu'ils sont revenus en ayant perdu une partie d'eux-mêmes. Et ça se voit aussi avec le fait qu'ils se mettent en danger de façon extrême, qu'il y a souvent dans ces deux séries une tentation du suicide ou des attitudes suicidaires, encore une fois, de mise en danger de soi extrême. Et on a
Les deux exemples ici, ça va être Tommy Shelby qui dit, je ne sais plus exactement quand dans la série, mais qui dit qu'il croit qu'il est mort en France. Et donc, il ne craint pas la mort tant que ça, parce qu'après tout, ça lui est déjà arrivé. Et on a la même chose, hein, presque exactement dans les mêmes termes, dans Boardwalk Empire, avec Jimmy qui dit à la fin de la 2e saison, juste avant de mourir, que de toute façon, il est mort dans les tranchées. Et donc, que cette mort littérale qui lui arrive à la fin de la 2e saison est juste l'espèce d'aboutissement de quelque chose qui s'est passé en 1917-1918. Et donc, oui, on a tous ces aspects plus, je ne sais pas si subtil est le mot exact, parce qu'après tout, c'est rendu de façon très explicite à l'écran, mais plutôt que de se concentrer sur cette ultra-violence, on a tous ces traits de caractère ou tous ces aspects aussi liés au trauma qui sont montrés à l'écran. Et bien sûr, on a une tendance à soit l'exagération, soit se concentrer sur ces choses qui sont faciles à montrer à l'écran. Donc, encore une fois, on avait les flashbacks, les aspects physiques de la guerre et la place de l'alcool. Mais on a aussi, quand on creuse un petit peu plus, ces aspects de stratégie d'évitement et ces détachements, ou cette stratégie de détachement émotionnel, d'indifférence ou d'engourdissement des émotions qui est vraiment présenté par les psychiatres aujourd'hui comme un symptôme crucial au central des chocs post-traumatiques. Une dernière remarque peut-être sur ce sujet, c'est qu'on a une représentation dans Boardwalk Empire et dans Peaky Blinders, on a une représentation très moderne de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que c'est vraiment une expérience de la Première Guerre mondiale par des gens du XXIe siècle. Et c'est quelque chose qui a été pas mal étudié pour le centenaire, avec pas cette découverte, mais les historiens se sont notamment rendus compte que jusque dans les années 1960, on a vraiment une diversité des images du soldat de la Première Guerre mondiale, qui est à la fois un héros, une victime, quelqu'un qui se réintègre, quelqu'un qui a du mal à se réintégrer, des gens qui ont des blessures physiques, des gens qui n'ont aucune trace, des gens qui ont des blessures psychologiques. Et la complexité de la représentation du soldat de la Première Guerre mondiale se réduit dans les années 70 et se réduit d'autant plus depuis le début des années 2000. Donc c'est expliqué par les historiens, notamment par un changement de discours autour de la guerre, c'est-à-dire qu'on a la guerre du Vietnam qui est vraiment montrée comme une guerre futile, ultra-violente, non justifiée, qui touche beaucoup des innocents et des familles et des femmes et des enfants. Et puis après, on a forcément les guerres d'Irak et d'Afghanistan. Et donc la guerre, de façon générale, depuis les années 2000, selon certains historiens, est vue de plus en plus comme futile et sans but. Et donc on va avoir un mouvement de la recherche, mais aussi une représentation dans la culture populaire qui va se concentrer sur le soldat victime et sur le soldat traumatisé, qui retrouve sa masculinité potentiellement par l'ultra-violence. Mais je pense que toutes ces séries dont on parle aujourd'hui rentre vraiment bien dans cette catégorie de la Première Guerre transforme les gens de façon très négative et les traumatise. Vous avez évoqué, Florence, tout à l'heure, à travers l'exemple de Nikki dans This Is Us, le rôle de la famille. Alors justement, vous l'avez dit en introduction à juste titre, et ça, les séries commencent à bien le montrer parce que c'est une préoccupation qui est relativement récente. On a étudié les conséquences sur le traumatisé lui-même. Je dis le parce que dans la plupart des conflits, on va dire un petit peu plus anciens, c'était bien sûr essentiellement des hommes, même si dans les conflits plus récents, la part des femmes dans les armées combattantes est de plus en plus majeure. Mais revenons essentiellement, puisque c'est une figure masculine, vous l'avez dit, quelle est la conséquence sur les enfants? Quelle est la conséquence sur les épouses, par exemple? Et comment est-ce que les séries montrent ça, Florence? Alors c'est justement quelque chose qui... Je pense que, comme vous le dites, quelque chose qui est en cours de développement. C'est visible dans This Is Us et c'est visible dans The Punisher. Donc, dans This Is Us, comme je l'ai dit, on a vraiment les conséquences de l'expérience de guerre. Alors, je ne dis pas que c'est le seul trauma de Jack. Je pense que quiconque a vu la série a bien compris que la façon dont il a grandi et surtout le caractère du père de Jack a eu une forte influence sur qui Jack est après la guerre du Vietnam. Mais la guerre du Vietnam est toujours ici. Donc, on a vraiment
Je pense que dans This Is Us, c'est plus évoqué par les non-dits, c'est-à-dire cette espèce de silence qui quand même prend beaucoup de place dans sa relation avec sa femme, avec ses enfants et forcément avec son frère. Donc il cache, il occulte tout un pan de sa vie pour construire sa famille et ça va avoir un impact puisque encore une fois la recherche, alors je suis pas sûre qu'il y ait énormément de travaux historiques sur le sujet, mais en tout cas les recherches plus médicales, plus psychiatriques montrent bien que tous ces non-dits, en fait les enfants s'en rendent compte et alors c'est sur un sujet beaucoup plus sombre, en tout cas peut-être plus contemporain. Il y a eu cet extraordinaire podcast que je listerai sur le sujet de l'inceste, donc ce podcast français sur le sujet de l'inceste, qui montre bien qu'en fait les enfants et les proches sont très conscients de ce qui n'est pas dit. Et donc c'est quelque chose qu'on voit un petit peu dans This Is Us, mais c'est aussi quelque chose que l'on voit dans This Is Us à travers le cas non seulement de Jack Pearson, ou de Nikki Pearson, mais aussi dans le cas de Cassidy, qui est cette vétéran de la je ne sais plus si elle revient d'Irak ou d'Afghanistan, mais en tout cas, donc elle est donc c'est cette femme, ce qui est aussi un point intéressant de la série, ça veut dire qu'elle est un choix très conscient des showrunners, des créateurs de la série, d'avoir mis cette femme qui revient de la guerre et qui est concernée et qui a vraiment ces troubles de stress post-traumatique. Donc, elle revient de la guerre et elle s'automédicalise via l'alcool et elle a aussi ces moments de colère ou de rage ou d'absence de contrôle sur ses émotions qui l'éloignent de sa famille. Et donc, dans le cas de Cassidy, que l'on suit pendant un certain nombre d'épisodes, on voit bien que à la fois son fils et son mari sont inquiets pour elle, mais ont aussi peur d'elle. Et je pense que la peur est quelque chose qui revient dans This Is Us, mais aussi dans The Punisher. Et encore une fois, je n'ai plus en tête les épisodes précis, mais dans The Punisher, quand on a ces flashbacks et ces moments que Frank Castle a avec sa famille, avec ses enfants, il y a encore une fois ces moments qui sont liés à la guerre. Je crois qu'à un moment, sa femme lui dit « Mais es-tu vraiment revenu avec nous? Est-ce que tu es ici ou est-ce que tu es encore là-bas sur les champs de bataille ?» Parce qu'encore une fois, la famille se rend bien compte qu'il y a soit que leur père a changé, les enfants en ont peur parce que c'est un père qui ne contrôle plus aussi bien ses émotions, ou c'est sa femme qui se rend bien compte qu'elle n'a pas récupéré l'homme qui est parti la première fois. Et je crois que dans The Punisher, il y a aussi cette idée que plus Frank Castle va en Irak, en Afghanistan, plus il fait ses missions de guerre, et moins il revient entier. Donc il y a vraiment cette idée qu'il laisse des morceaux de lui sur le terrain, et c'est quelque chose qui est exprimé à travers ses conversations avec sa famille ou à travers les discussions qu'il a, je crois, avec Karen, quand il parle de sa famille. Donc quand il explique à quel point la guerre l'a changé et à quel point ça avait un impact aussi, encore une fois, sur sa famille. Et c'est quelque chose qui est quand même, encore une fois, moins visible dans Peaky Blinders ou dans Boardwalk Empire. C'est quelque chose qui redevient visible quand il y a ces relations amoureuses très fortes. Dans le cas de Tommy Shelby, voilà que j'ai oublié le nom, mais dans la première, deuxième saison, il y a cette relation avec cette femme qui lui permet un petit peu de digérer ses expériences de guerre. Mais sinon, c'est quelque chose qui est beaucoup plus visible, je pense, dans les séries un peu plus qui nous sont un petit peu plus contemporaines et peut-être aussi qui s'intéressent à des guerres un peu plus proches de nous. Je pense que c'est aussi quelque chose, cette étude par les séries des conséquences sur les proches, ça dépend aussi peut-être de qui les showrunners, de qui les créateurs de séries appellent quand ils écrivent la série. Donc on sait que This Is Us, par exemple, a fait appel à, je crois, Tim O'Brien, qui est ce vétéran de la guerre du Vietnam, qui, dans ses écrits, Tim O'Brien couvre ces aspects un peu plus familiaux et couvre les conséquences sur la vie domestique des expériences de la guerre du Vietnam. Et je pense que encore une fois, The Punisher, ils ont vraiment fait appel à un grand nombre de vétérans, que ce soit en tant que consultants, pour s'assurer qu'ils ne disaient rien
de faux ou d'exagéré ou qu'ils ne montraient pas, pour s'assurer qu'ils montraient justement le spectre des chocs et des troubles possibles. Et ils ont fait appel aux vétérans en tant qu'acteurs. Et je pense que quand les vétérans sont invités à prendre autant de place dans l'écriture des séries, on arrête d'avoir peut-être cette concentration extrême sur les hommes qui reviennent du conflit et on commence à s'intéresser un petit peu plus à ce qui se passe dans la famille autour d'eux. Et je pense, peut-être pour conclure sur ce sujet ou pour conclure de façon plus générale sur ce podcast, on a vraiment, je pense, avec The Punisher, quelque chose qui a été considéré ou qui est considéré comme presque le traitement idéal des troubles du stress post-traumatique à la télévision. Parce qu'on a vraiment beaucoup de sujets, encore une fois, de facettes de ces troubles qui sont montrés. On a une diversité des profils vétérans qui sont montrés. Encore une fois, Frank Castle n'est pas le seul exemple. Il n'est pas présenté comme le modèle absolu du vétéran. On a un aperçu des conséquences sur la famille, comme je viens de l'évoquer. On a l'aspect de blessure morale et encore une fois, le changement radical des vétérans qui est montré à l'écran n'est pas seulement montré par la violence, mais aussi par l'espèce de fossé qui existe entre les ordres qui étaient donnés à ces soldats pendant la guerre et l'immoralité des ordres. Et le fait que pour ces soldats, être un bon soldat voulait souvent dire renoncer à leurs principes. Et donc, dans The Punisher, c'est d'autant plus visible qu'il est un peu cette figure de vigilante et donc de celui qui va rendre justice. Donc cet aspect moral est forcément central, mais c'est aussi quelque chose qui a été montré, qu'il y a vraiment ces blessures morales liées à cette division entre ce qu'ils devaient faire selon les ordres militaires et ce qu'ils auraient voulu faire basés sur leurs valeurs et principes. Les vétérans ont parfois beaucoup de mal à faire le lien entre les deux, que ce soit pendant la Première Guerre mondiale ou dans les conflits plus récents. Et encore une fois, dans The Punisher, on a aussi un aperçu des traitements, notamment des traitements plus qui nous sont les plus contemporains. Donc on va avoir ces traitements de groupe. Encore une fois, l'un des facteurs ou l'un des grands changements entre la vie au front ou la vie au combat et la vie domestique, c'est vraiment cette perte de la communauté militaire. Et donc, on a ces traitements de groupe qui sont de plus en plus conseillés aux États-Unis pour justement retrouver cet aspect communautaire. Et je pense que le dernier aspect, c'est peut-être que dans Peaky Blinders et Boardwalk Empire, ces deux séries dépeignent des anti-héros, mais il y a un petit peu une certaine... Encore une fois, c'est un point de vue subjectif, mais il y a peut-être un degré de glorification de la violence. Et je pense qu'on perd ça dans The Punisher. Je ne pense pas qu'il y ait de glorification de la violence dans The Punisher, mais au contraire, on voit vraiment de façon très brutale ce que signifient ces traumas pour les gens. On a vraiment cette aliénation qui est montrée, on a cette addiction à la violence qui est montrée, et on a vraiment aussi ce fossé entre l'image du soldat, américain surtout, vu comme héros, et la réalité quotidienne de ces soldats une fois qu'ils reviennent du combat, c'est-à-dire qu'ils sont en partie abandonnés et qu'ils doivent un petit peu s'en sortir soi-même. Donc un fossé entre l'image du soldat héros et le manque d'accompagnement et d'aide aux vétérans que l'on voit aux États-Unis, y compris en 2021. Florence Largillière, merci beaucoup pour cette évocation cette émission thématique, cette évocation des traumatismes, de ce qu'on a appelé longtemps l'obusite et qui est devenu aussi ces symptômes post-traumatiques que vous avez bien analysés et bien montrés à travers certaines séries. Alors, on répète bien, vous l'avez bien dit en introduction, hein, bien sûr qu'on ne peut pas traiter toutes les séries qui parlent des guerres et je l'ai dit en cours d'émission, je pensais à l'Enfer du Devoir notamment, on le reverra sans doute avec Marjolaine Boutet, il y a d'autres séries, il y a d'autres moments où on le voit, mais votre choix de séries reflète à la fois vos intérêts aussi pour les études anglo-saxonnes avec les séries, vous l'avez dit, hein, sur les chocs post-traumatiques, notamment dans les séries comme Peaky Blinders, sur
le Royaume-Uni. Et puis, ce qui était intéressant, c'est d'avoir ce schéma jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a vraiment l'évolution et vous avez bien montré comment ces séries-là dépeignent à la fois l'évolution de la façon d'étudier, même si, vous le dites bien, hein, ça, on le montre avec notre œil actuel, ça c'était très intéressant. Alors, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, vous avez fourni, comme la plupart des intervenants, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur la page de l'épisode 94 dans notre site internet histoireensérie.com, bibliographie que vous pourrez consulter aussi sur notre partenaire avec le lien nonfiction.fr qui donne tous les liens pour aller écouter les émissions sur YouTube et sur les différents sites de podcast. Florence, merci. J'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle émission. C'est toujours un plaisir de vous avoir à notre micro. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.